Bonjour et bienvenue sur NC News. La Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui est-elle la même que celle d'avant le 4 octobre? Vaste question. Alors rappelons que ce dimanche était organisé le deuxième des trois référendums prévus par l'accord de Nouméa et que pour la deuxième fois consécutive, le non à l'indépendance en est sorti majoritaire. En effet, le non a recueilli 53,26% des suffrages, c'est-à-dire 81 503 voix. Le oui à l'indépendance a obtenu 46,73%, soit 71 533 000 voix. Tout ça est donc effectivement très clair. Toutefois, l'écart entre le oui et le non s'est resserré puisque l'on est passé d'un écart de 18 000 voix en 2018 à 9 970 voix en 2020. Le constat est qu'en 2 ans, les indépendantistes ont progressé de plus de 3 points. Du coup, et comme en 2018, les partisans du non sortent du référendum traumatisés, pendant que les indépendantistes crient victoire, ce qui alimente les commentaires les plus contradictoires, et je vous en livre deux. Celui, tout d'abord, d'Elisabeth Noir de RRB. Elle dit « Une victoire à plus de 53% avec une participation qui frôle les 86%, c'est un score qui fait rêver dans n'importe quelle démocratie moderne. Alors arrêtons de barguigner et d'essayer de transformer cette victoire incontestable du non en une hypothétique victoire du oui. » Et l'autre commentaire est celui de Louis-José Barbançon. Il dit « Arithmétiquement, c'est sans conteste le non qui a gagné, mais politiquement, la victoire, elle est du côté du oui. Le non apparaît comme éclairé par la lumière d'un soleil couchant, le oui par la lumière d'un soleil levant. Il y a un crépuscule d'un côté, il y a une aube nouvelle de l'autre. » Fin de citation. Depuis dimanche, les réactions se sont multipliées, ainsi que les initiatives. Et le ministre des Outre-mer arrive et passera 3 semaines en Nouvelle-Calédonie. Nous allons donc parler de la situation ainsi créée en compagnie de nos invités. Valérie Zaoui, deuxième vice-présidente du MEDEF et présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise, le juriste Patrice Jean et Jean-Claude Briot, observateur engagé de la vie politique. Et ma première question, elle sera tout à la fois simple et compliquée. Y a-t-il un vainqueur et un vaincu à l'issue de ce deuxième référendum? Jean-Claude. Incontestablement, il y a un vainqueur. Enfin, moi, ça me surprend ces commentaires qui disent que à 53% de non, ce sont les oui qui l'ont emporté. Enfin, regardez toutes les indépendances. Le dernier scrutin, je crois, Patrice, c'était en Écosse. Le score était un peu plus serré. On n'a pas discuté la victoire du oui ou du non à l'indépendance de l'Écosse. Alors voilà. Comment vous expliquez justement que, à l'issue de ces deux référendums, à chaque fois, le vainqueur apparaît comme le battu et le vaincu apparaît comme le vainqueur? Eh bien, parce que probablement on espérait mieux du point de vue des loyalistes. Au référendum de 2018, des sondages avaient donné jusqu'à 70-30. Hein, et donc, il y a une déception par rapport à l'espérance. Là, on espérait moins. Les sondages, il n'y en a pas eu ou pas eu beaucoup. Mais personnellement, je me suis trompé. Je pensais que le plancher des loyalistes serait à peu près de 55%. Donc, c'est moins que ça. Donc, il y a une déception, non pas tout à fait d'accord, M. Briot. Le gagnant, juridiquement, il n'y a pas photo. Hein, mais c'est la dynamique. L'extraordinaire mobilisation, en partie pour des raisons politiques fondamentales, en partie aussi pour des raisons culturelles de discipline, l'extraordinaire mobilisation des indépendantistes fait que on peut imaginer, si cette tendance continue, que le troisième référendum, pour les loyalistes, n'est pas gagné d'avance, et que nous risquons d'arriver, c'est pas sûr du tout, hein, mais d'arriver à des scores serrés qui, là, pourraient être dramatiques, non pas en droit, mais en fait. Si vous me permettez. Mais oui. On peut parler de la Nouvelle-Calédonie en 2050, bien entendu. Là, il s'agit de la Nouvelle-Calédonie dimanche dernier. On peut constater que le oui a progressé, bien entendu. On peut constater que proportionnellement, le non a reculé. Mais le résultat du scrutin, c'est bien la victoire du non. C'est-à-dire que on s'est réveillé le lundi matin en étant toujours une partie de la République. Après qu'on suppute sur un troisième référendum ou sur un sixième, comme dit Rocco Amitan, là, évidemment, toutes les hypothèses sont permises, toutes les supputations sont autorisées. Mais la question est, c'est celle que vous posiez, quel est le résultat de dimanche dernier? Le résultat de dimanche dernier, c'est qu'une majorité d'électeurs calédoniens
amputé d'un corps électoral mineur, 40 000 votants, s'est exprimé pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Et moi, je le dis sans arrogance, je le dis sans parti pris. Ce sont les chiffres. Et quand on dit que ce n'est pas un résultat politique, c'est un résultat politique. Parce qu'il s'agit bien politiquement de choisir dans quelles institutions s'inscrit la Nouvelle-Calédonie, soit dans des institutions de la République, soit dans des institutions d'un État à créer. Donc politiquement, le résultat est le même. Alors que l'aube se lève et que le crépuscule arrive. Enfin, j'ai entendu ça à Nainville-les-Roches, j'ai entendu ça ailleurs. Aujourd'hui, je ne sais pas si l'aube se lève et si le crépuscule arrive. On verra plus tard. Mais le résultat de dimanche, même si on dit qu'il est étriqué, qu'il est moins important que le résultat précédent, c'est bien que lundi matin, la Nouvelle-Calédonie s'est réveillée, les Calédoniens se sont réveillés dans la République. Alors au sortir de ce deuxième référendum, il y a donc un débat qui s'établit sur deux thèmes. Faut-il ou non engager les discussions et faut-il ou non un troisième référendum? On va commencer par ça. Je vais citer Sonia Backès, la présidente de la province sud. Elle dit « Il faut qu'on se mette autour de la table pour trouver une solution qui permette aux Calédoniens de retrouver de la visibilité. » Et là, je fais une incise, je pense notamment aux chefs d'entreprise. Les discussions, de toute façon, elles devront avoir lieu après le troisième référendum. Autant ne pas attendre 2 ans de plus dans l'incertitude. J'imagine, Valérie Zaouï, c'est effectivement ce qu'attend un peu le monde économique. Voilà, c'est un avis tout à fait partagé par le monde économique parce qu'effectivement, dans les faits, les loyalistes sont sortis vainqueurs. Dans la symbolique, c'est plutôt les indépendantistes qui sortent vainqueurs. Mais ce qui nous fait peur, c'est qu'on pense que nous avons tous tout à perdre collectivement si nous nous obstinons dans cette voie et si nous allons vers ce troisième référendum, parce qu'on est déjà dans une crise mondiale qui est juste intenable. Nous avons eu la chance d'avoir un territoire relativement bien préservé et donc de relever la tête de ces quand même mois qui ont été compliqués. Continuer pendant 2 ans à être en apnée, ça ne sera pas tenable pour les entreprises. Donc oui, effectivement, nous demandons à ce que les politiques arrivent à trouver des solutions qui permettent à tous de sortir de manière honorable de cette situation, parce que je pense que le nœud du problème est aussi là, c'est qu'il faut que chacun ait l'impression de se sentir respecté dans ses choix, qu'on ait une discussion qui soit la plus inclusive possible. On va y revenir dans un instant. Je voudrais savoir, alors il y a la crise, effectivement, la crise mondiale, il y a le Covid, mais est-ce que dans vos organisations patronales, vous aviez senti un effet économique, un effet référendum? Alors, en tout cas, autour de moi, je sais encore, on n'a pas suffisamment de recul pour vraiment vous dire avec certitude ce qu'il en est. Moi, à titre personnel, ce que je peux vous dire, c'est que les personnes que je croise sont dans énormément d'incertitudes et freinent des 2 pieds sur leur avenir parce qu'on ne sait juste pas à quelle sauce on va être mangé, donc ça me semble bien normal. Maintenant, ce qui me fait un petit peu peur, si je peux employer ce mot, même si je ne l'aime pas, c'est qu'en fait, on risque d'être les premiers à se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire que si nous-mêmes, nous disons tous, ah ben on arrête de consommer parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on va avoir un effet boule de neige sur les entreprises. Et je pense qu'il faut absolument être vigilant à ça et continuer à vivre normalement. Laissons la chance aux politiques de trouver dans l'année à venir un terrain d'entente qui nous fasse tous sortir la tête haute, encore une fois, de cette période difficile. Mais si on se met tous à arrêter de consommer, voilà, moi lundi j'avais 3 clients qui suspendaient leur contrat. C'est presque quelque chose d'irrationnel, c'est une peur irrationnelle. Donc il faut que les gens soient rassurés. Il faut aussi se dire qu'en tant que chef d'entreprise, on a cette faculté à rebondir. Je pense qu'on ne peut pas enlever ça aux chefs d'entreprise calédoniens parce qu'on a bien vu que même en étant imputé de 2 mois de chiffre d'affaires pour la plupart, on a réussi à rebondir. Et là encore, on va trouver des solutions. Donc on va être créatif, on va s'en sortir. Mais il faut que tout le monde continue à jouer le jeu, continue à investir, continue à consommer. Parce que sinon, pour le coup, oui, on va mettre l'économie à terre. Retour au troisième référendum, les partisans de la Nouvelle-Calédonie et de la France souhaitent qu'on l'évite. En revanche, les indépendantistes tiennent à ce troisième référendum. Pour preuve, les déclarations de Victor Toutou-Goro lors de la conférence de presse du BP du FLNKS qui dit « Le FLNKS n'engagera des discussions, s'il y a des discussions à engager, que sur la base de son projet politique d'accession à la pleine souveraineté et à l'indépendance. » Pour sa part, Rocco Amitan, il dit « Parlons du troisième référendum, c'est prévu comme ça dans les textes. Nous, on ne déconstruit pas le processus qui a été agréé par près de 72% de la population au référendum de ratification de l'accord de Nouméa. » Et je cite également Louis Cotraille-Regueil qui est encore plus clair. Il dit « L'accord de Nouméa est un tout qu'on prend en compte d'une manière générale, ou alors il ne fallait pas accepter l'accord de Nouméa. »
Alors on peut se dire qu'il est encore un peu trop tôt pour savoir ce qui va se passer dans les jours, les semaines, voire les mois à venir, mais comment fait-on pour éviter un troisième référendum? Tout d'abord, on peut rappeler que, selon la loi organique, on ne peut pas demander un troisième référendum avant 6 mois, c'est-à-dire avant le 4 avril. C'est une période de réflexion, d'apaisement. Donc, à partir du 4 avril, 18 membres du Congrès pourront demander l'organisation de ce troisième référendum. S'ils la demandent, l'État s'est engagé à respecter cette demande. Il faut 18 membres du Congrès. 18 membres du Congrès, c'est pas très compliqué. Donc, ce troisième référendum, il est tout à fait légal, il est tout à fait conforme à l'accord de Nouméa, donc à la Constitution. Donc, juridiquement, c'est imparable. Maintenant, politiquement, ça fait 24 ans que je suis en Calédonie. C'est la première fois que je suis un peu inquiet. Et je dirais la même chose si c'était les loyalistes qui l'avaient emporté. Pardon, si c'était les indépendantistes. Non, je dis une bêtise, si les indépendantistes l'avaient emporté. Il n'y aurait pas de troisième. Enfin voilà, mais ce n'est pas parce que les loyalistes ont gagné avec moins de succès qu'ils le souhaitaient. Mais je crains que si la dynamique indépendantiste continuait, si les réserves de voix, ils en avaient encore, si à Marais, ceux qui ont fait voter non, changeaient d'avis, et si cette discipline collective qui a permis à la culture kanak de vivre pendant des millénaires et qui fait leur force, si effectivement au troisième référendum l'écart se resserre, moi je vois mal un camp ou l'autre accepter le résultat. Et alors on imagine, si le résultat était serré, j'espère me tromper, il ne sera peut-être pas serré du tout, bon, mais on imagine. À la télévision, les gens regardent à la télévision le dimanche où le référendum aurait lieu, et donc à la télévision, à la radio, on nous dit voilà, les premiers résultats arrivent, légère avance du oui, ce qui est assez plausible vu qu'on commence par les petites communes, etc. Et puis après le grand Nouméa, les chiffres arrivent, et après on dit finalement c'est le non qui l'emporte. Vous imaginez après la liesse, l'effervescence des indépendantistes qui vont se répandre dans les rues d'un ça y est, on a gagné, comment ça va se faire au point de vue de la paix civile? Je pense que là, il y a un immense danger, mais pour terminer là-dessus, bien sûr qu'il faut dialoguer. Moi, je ne suis pas toujours en partisan du dialogue, je pense que dans les deux camps, il y a des gens qui sont tendus maintenant, qui sont prêts à affirmer leur position. Mais à terme, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Sonia Baquès tout à l'heure, il faudra bien négocier un jour, autant négocier rapidement. Mais dans le rapport de force, dans le feeling, si l'on peut dire, politique, si les uns demandent le dialogue, les autres diront ils demandent le dialogue, mais nous on n'en veut pas. Mais juridiquement, donc ça c'est inquiétant. Juridiquement, est-ce qu'il y a une possibilité d'éviter le troisième référendum? Je parle pas politiquement, mais juridiquement. Juridiquement, lorsqu'on veut, on peut. Les juristes, ce ne sont pas eux qui font la politique, ce sont les élus. Et donc, si vraiment on voulait le faire, il faudrait quand même arriver au sommet de la hiérarchie des règles et arriver à la Constitution. Parce que le troisième référendum est prévu par la loi organique, il faudrait changer la loi organique et probablement la Constitution. Mais tout est toujours faisable en droit si on veut vraiment. Et donc là, ça va dépendre de l'État. Mais bon, pour le moment, dans les clous, le troisième référendum, si dans 6 mois on le demande, il interviendra. Alors attention, pas forcément dans 2 ans. Il doit intervenir dans la 2e année suivant le référendum numéro 2, c'est-à-dire à partir du 4 ou 5 octobre 2021, pendant 12 mois. Ce n'est pas l'année civile du 1er janvier au 31 décembre, c'est l'année glissante, c'est l'interprétation du Conseil d'État. Il y a un événement pas tout à fait mineur qui va se dérouler début 2022, c'est l'élection à la présidence de la République, suivie des élections législatives, qui vont concerner probablement la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs. Et donc je ne vois pas comment, dans ces conditions et avec les difficultés que vous venez de dénoncer, l'État va se précipiter après cette demande qui va certainement intervenir, puisque le FLNKS veut le troisième référendum, l'État se précipiter pour organiser un référendum sur la Nouvelle-Calédonie avec tous les dangers possibles en pleine campagne présidentielle. Donc je pense que déjà sur le calendrier, sans être devin, on peut exclure cette hypothèse et se réduire à imaginer que le troisième référendum, s'il a lieu,
et dans les conditions qui auront été déterminées dans les 2 ans qui viennent, aurait lieu avant octobre 2022. Alors, moi je partage tout à fait ce que vient de dire Patrice Jean. L'accord de Nouméa prévoit 3 référendums. Il a été signé, si les gens ne sont pas d'accord aujourd'hui, il ne fallait pas le signer. Voilà. Donc ça c'est la pure logique indépendantiste. Les indépendantistes disent, voilà, on a signé les accords de Nouméa, ça prévoit 3 référendums, nous on demande le 3e référendum. Rien d'anormal à cela. En revanche, lorsqu'ils disent on est prêt à discuter, mais on discute uniquement de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, ça c'est pas une entrée en matière pour une négociation, c'est déjà ce qui s'est produit. C'est la raison pour laquelle un certain nombre de non-indépendantistes ont quitté la table de négociation. Mais l'État n'est pas intervenu de manière comme aurait dû le faire le partenaire qu'il est. Aujourd'hui, tout le monde est un peu au pied du mur. Alors, le FLNKS, aujourd'hui, il adopte cette posture. Mais rapidement, je crois que chacun devra se résoudre à imaginer que la Nouvelle-Calédonie est entrée dans une impasse. Effectivement. Aujourd'hui, ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est coupée en 2 blocs d'égale importance. 50-50, à peu de choses près. Que ce soit 51 pour le oui ou 51 pour le non, c'est 2 blocs d'égale importance. Il y a un accessoire à cette analyse, c'est que il y a une province, qui est la province sud, où là, il y a plus de 70% d'habitants, enfin d'électeurs qui ne veulent pas l'indépendance. Mais ce n'est pas 70% d'électeurs en réalité, c'est 80% de la population. Parce qu'on oublie ceux qui sont calédoniens, parce que moi je n'aime pas le terme les exclus du corps électoral. Je dis les Calédoniens exclus du corps électoral, parce que je connais des gens qui sont arrivés, des familles qui sont arrivées il y a 25 ans, qui ont des enfants nés en Nouvelle-Calédonie, qui ont fait souche en Nouvelle-Calédonie, qui ont fait souche comme sont arrivés les premiers Français en Nouvelle-Calédonie. Et parfois, je dis à mes amis caldoches, n'oubliez pas que vos ancêtres étaient des oreilles, si vous voulez critiquer les oreilles. Eh bien, cette population, elle est bien réelle, elle est enracinée, elle ne va pas s'enfuir demain. Il y a évidemment des gens aujourd'hui qui font faire des évaluations de leur maison, qui ont transféré en grande quantité dès lundi matin des fonds ailleurs qu'en Nouvelle-Calédonie. Une réaction presque normale. Mais moi, je ne pense pas qu'ils vont être des dizaines de milliers à quitter la Nouvelle-Calédonie dans les 2 ans qui viennent. Et donc, on va se retrouver, dans l'hypothèse d'un 3e référendum, dans une impasse, une situation ingérable sur le plan politique et une situation ingérable sur le plan de l'ordre public. Et là, l'État, qui ne l'a pas fait au cours de la préparation des 2 précédents référendums, devra dire la position de la France. Et je suis convaincu que sur ces bases-là, il y aura raisonnablement une vraie négociation qui devra s'engager. Alors, on a bien compris que les chefs d'entreprise, enfin le monde économique était plutôt enclin à souhaiter qu'il n'y ait pas de 3e référendum. Vos collègues ou confrères de la CPME ont adressé un courrier à tous les élus dans lequel ils lancent un appel pour sortir de l'affrontement politique et relancer le tempo économique afin de construire enfin un modèle autosuffisant, solidaire et responsable. Mais à l'évidence, la politique va occuper tout le terrain pendant les 2 années à venir. Alors est-ce que cet appel n'est pas un vœu pieux ? Pas forcément. Je pense que la société civile a vraiment et la société économique a son mot à dire, parce que c'est le plus beau projet du monde sans un appui économique ne servira pas à grand chose. Donc je comprends bien les questions de dignité, toutes ces questions-là, évidemment, elles ont un sens, je les entends. Mais être digne quand on n'a rien dans son assiette, ça reste compliqué quand même. Donc on ne peut pas traiter d'un côté le politique et sans traiter l'économique de l'autre. Et d'ailleurs, au prochain comité des signataires qu'on appelle à faire le plus vite possible, on demande à être présent, que ce soit les syndicats de salariés comme les syndicats patronaux, parce qu'on a besoin d'être autour de la table et d'exprimer nos inquiétudes. Je pense que le discours qui a été fait pendant toute cette campagne a complètement exclu le côté économique de nos lendemains. Et dans nos entreprises, ce qui est assez impressionnant, c'est que la part des choses est vraiment faite, c'est-à-dire que nos salariés ne parlent pas du tout entre eux devant nous de ces problématiques. Et sans doute y aurait-il quand même
un discours à porter dans toute sa neutralité, en étant le plus objectif possible, mais en expliquant qu'est-ce qui va se passer concrètement demain dans notre entreprise, chaque entreprise, si effectivement nous devenions indépendants, que se passe-t-il si nos clients quittent le territoire? Voilà, toutes ces incidences-là, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même se les dire, parce qu'on peut faire semblant qu'il ne va rien se passer, mais il va se passer des choses, donc faut se dire les choses. D'accord. Vous souhaitez, vous aussi, que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sorte enfin son plan de relance? Bah oui, il est grand temps qu'on y aille sérieusement. Alors après, c'est pareil, un plan de relance, je n'aimerais pas être à la place des politiques aujourd'hui, soyons clairs. Donc c'est facile de leur dire, il n'y a qu'à Faucon. Je pense que c'est très très compliqué dans le contexte actuel de trouver des solutions miracles pour faire la relance. Et encore une fois, pour relancer, il faut qu'il y ait des consommateurs qui aient envie de consommer. Et là, l'état d'esprit de ce début de semaine n'est pas trop à la consommation quand même. Donc il faut que rapidement, en tout cas, on ait des signaux qui redonnent confiance aux gens et qui nous permettent de dire, bah ok, ça vaut la peine d'acheter un terrain, d'acheter une maison, d'acheter une voiture ou de se projeter en Nouvelle-Calédonie. Parce que si on est tous à freiner des deux pieds, bah, nos entreprises vont s'écrouler comme des châteaux de cartes. Et comment comptez-vous faire pour être admis salarié et chef d'entreprise au comité des signataires? Je pense que la demande va être faite auprès de notre ministre quand il arrivera en fin de semaine. Il faut absolument qu'il nous rende dans la discussion. Et puis ça entre tout à fait dans ce qu'ont dit à la fois le président de la République lorsqu'il est venu ici et le Premier ministre, notamment lorsqu'il était à Koné. C'est-à-dire qu'il y a toujours un lendemain au référendum, mais ce lendemain, il n'est pas que politique. Il y a toute une partie économique, sociale, culturelle qui demeure parce que c'est le quotidien des gens. Et moi, je pense, alors je suis peut-être exagérément optimiste, je pense qu'à l'issue de ces deux premiers référendums, et ça a déjà démarré à la préparation du second référendum, mais avec plutôt des incantations et des affirmations qui n'étaient pas crédibles aux yeux des adversaires. Je pense qu'au cours de ces 2 ans qui viennent, qui nous séparent soit d'un référendum couperé, soit effectivement de la conclusion d'un accord qu'on aura miraculeusement trouvé, on va, ce que j'appelle, rentrer à l'intérieur des mots. C'est-à-dire, on sait ce que c'est être dans la République. L'inconnu dans l'équation, c'est ce qui va se passer en cas d'indépendance. Alors, c'est pas juste dire on ne parle que de l'indépendance et pas de ce qui se passe à la République. L'inconnu, c'est ce qui se passe au cas où la Nouvelle-Calédonie accéderait à l'indépendance. Et là, il faut rentrer à l'intérieur des mots, pas uniquement avec des slogans, avec des affirmations qui relèvent de l'utopie, la réalité des choses. Et ça va être, je pense, une donnée très importante des 2 ans qui viennent. Et là, l'État a tout son rôle à jouer. Vous savez, dans cette campagne électorale, les loyalistes, par exemple, ont avancé des chiffres, ont annoncé des conséquences, 170 milliards de dépenses de l'État en Nouvelle-Calédonie, ce qui n'est pas neutre, et ce n'est pas de la subvention. L'État a juste assuré les compétences régaliennes qu'il exerce dans toutes les collectivités de la République, la justice, la sécurité, la gendarmerie, l'armée, la monnaie, etc., avec en plus 20 milliards de défiscalisation. Eh bien, ce qui était évident, c'est que lorsque, dans la campagne référendaire, les loyalistes essayaient de convaincre des indépendantistes au fait que si ces sommes-là disparaissaient du jour au lendemain, ce serait une véritable paupérisation de la Nouvelle-Calédonie. Et de l'autre côté, vous avez des partis indépendantistes qui disaient « Mais non, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, on discute avec l'État et tout ça va se poursuivre comme par avant. » Et l'État est resté muet sur le sujet. Dans les 2 ans qui viennent, il faudra qu'on rentre à l'intérieur des mots. Est-ce vrai que si l'indépendance survenait, l'État retirerait ces 170 milliards de dépenses? Est-ce vrai? Est-ce faux? Mais si l'État le dit, tout le monde le croira. Dans cette campagne électorale, ce que disait un adversaire à l'autre adversaire était contrebattu immédiatement. Et donc c'est l'élément nouveau, je pense, qui va intervenir dans ces 2 ans qui viennent, ce que j'appelle rentrer à l'intérieur des mots. Eh bien, il y a un mot nouveau, enfin, il existe depuis 1975, mais cette réalité qui pourrait survenir, ce mot-là, c'est indépendance, il faut rentrer à l'intérieur de ce mot.